Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président Michel Viriart, je veux vous remercier et par là remercier la Fédération nationale des centres départements de gestion de m'avoir invité. La fonction publique territoriale doit-elle évoluer, évidemment, et son statut aussi. Un texte de cette ampleur qui n'évoluerait pas serait promis à la sclérose et à la disparition. Il doit changer avec l'évolution des besoins, avec le développement technologique, avec les changements de contexte qui interviennent au plan national comme international. Je veux peut-être, pour commencer, faire une remarque de méthode. Pour faire de nombreux débats de ce type, je me suis rendu compte que souvent on mélangeait les questions statutaires et les questions de gestion. Bien entendu, elles sont interactives, mais dans la mesure du possible, je crois qu'on gagne en richesse du débat en s'efforçant de bien les identifier dans ce débat. Je crois qu'il faut tout d'abord commencer par tirer les leçons de l'expérience, maintenant longue puisqu'elle aura duré 35 ans. Quelle était la situation avant 1981 ? J'emprunte à Olivier Schrammeck, qui était conseiller technique de Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, et qui a écrit en 1995 un livre chez Dalloz que vous connaissez sans doute, « La fonction publique territoriale ». À l'époque, la fonction publique territoriale, c'était 800 000 agents dans une administration quelque peu désordonnée, peu mobile, avec des agents qui se disaient assimilés fonctionnaires et étaient sujets d'une certaine humiliation par rapport à leurs homologues de l'État. C'était une fonction publique de métier qui associait étroitement métier et emploi et par là rendait l'emploi vulnérable car susceptible d'être entraîné par la précarité du métier. Quelle est aujourd'hui la situation de la fonction publique territoriale en général ? C'est 1 800 000 fonctionnaires à part entière, dont les documents que vous nous avez distribués disent que c'est une fonction publique de qualité, compétente, intègre, c'est vrai, mais qui connaît des dysfonctionnements, c'est vrai également. Mais c'est une fonction publique qui est vivante et qui est une fonction publique de carrière. C'est-à-dire que la vie professionnelle dans son ensemble est gérée par le statut et les statuts particuliers, protégeant le fonctionnaire, mais surtout garantissant l'administration vis-à-vis de toute protection partisane, économique ou politique. Je crois donc que le contraste entre les deux situations n'appelle pas de longs commentaires. 35 ans les séparent. Pourquoi avons-nous des raisons de considérer que, dans l'ensemble, car rien n'est parfait, les choix qui ont été faits à l'époque sont des choix pertinents ? Je les énumère tels qu'on peut les identifier avec la distance. Le premier choix a été de faire celui du fonctionnaire citoyen. C'est pour moi un point de départ, mais c'était surtout un point d'aboutissement. Pendant tout le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, les agents publics étaient soumis au pouvoir hiérarchique, autoritaire, qui brandissait la menace d'un statut pour renforcer la discipline. Les associations et les syndicats dénonçaient alors ce qu'ils appelaient un statut carcan. C'était la conception du fonctionnaire sujet. Les fonctionnaires en retard sur le privé ont peu à peu acquis, surtout par la voie jurisprudentielle, des garanties. Et le grand mérite des hommes de la libération
dans l'inspiration du programme du Conseil national de la Résistance, c'est d'avoir eu le courage de saisir l'outil juridique qu'était le statut pour lui donner un contenu cette fois démocratique, inverse de celui qui était brandi précédemment. Ils ont ainsi formalisé la conception du fonctionnaire citoyen qui permettait au ministre de la fonction publique de l'époque, vice-président du Conseil, Maurice Thorez, de conclure un débat de 4 heures seulement sur 145 articles votés à l'unanimité. Désormais, avec le statut, le fonctionnaire est un homme et non plus le rouage impersonnel de la machine administrative. Le deuxième choix a été celui de la carrière, je viens d'en parler. Et c'est le résultat du choix qu'a fait François Mitterrand en 1981 de donner la priorité à la décentralisation et d'en confier le soin de la mise en forme à son ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, qui a fait un projet qui mentionnait dans son article 1er le renforcement des garanties statutaires pour les agents publics territoriaux. Je me suis aperçu rapidement qu'il s'agissait simplement d'un renforcement de la fonction publique d'emploi qui existait, apportant certes une amélioration, mais faisant aussi courir le risque qu'il y ait ensuite dans la fonction publique française 2 types de fonctions publiques. Une fonction publique de carrière pour l'État, une fonction publique d'emploi pour la fonction publique territoriale. Et comme en économie, vous savez que la mauvaise monnaie chasse la bonne, eh bien, il y avait le risque que le statut précaire n'entraînât avec lui l'ensemble du dispositif du statut des fonctionnaires. Je suis donc intervenu le 27 juillet 1981, 5 semaines après mon entrée en fonction, et avec l'accord du Premier ministre Pierre Mauroy, pour dire qu'il ne fallait qu'une fonction publique en France sur un système unique, le système de la carrière. Le deuxième choix a donc été celui de la carrière. Le troisième choix est un choix qui vous concerne directement et qui a été et reste délicat. C'est celui de l'arbitrage que l'on doit faire entre unité du dispositif et respect de sa diversité. Où mettre le curseur entre ces 2 principes? C'est ce qui a donné naissance à la fonction publique à 3 versants. Sur la base de 4 lois, la première, titre 1er, portant droits et obligations des fonctionnaires, les 3 autres, respectivement, concernant les spécificités des fonctionnaires de l'État, territoriaux et hospitaliers. Donc, troisième choix, le choix de cet équilibre délicat. Le quatrième choix est quelque chose à quoi j'ai tenu particulièrement, car je savais qu'il ne suffisait pas d'assurer la cohérence d'une architecture juridique, il faut qu'elle soit aussi ressentie comme relevant de principes allant au tréfonds de la culture républicaine. Et donc, je me suis efforcé, et je le fais depuis 35 ans, de dire que cette construction est basée sur 3 principes qui ont leur origine dans l'histoire de France. Premier principe, le principe d'égalité, qui a sa source dans l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les agents publics ont un égal accès aux emplois sur la base de leurs capacités, sans distinction que celle de leur talent et de leur vertu. On en a déduit que c'est par concours que l'on entre dans la fonction publique, concours suivi d'une liste d'admis par ordre de mérite. Deuxième principe, le principe d'indépendance, dont la référence est la loi sur les officiers de 1834, qui fait que l'officier est propriétaire de son grade si l'emploi est à la disposition de son administration. Et troisième principe, le principe de responsabilité, qui se réfère à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'agent public doit rendre compte à la société de l'exercice de sa mission. Et c'est pour ces raisons, à mon avis, cohérence de l'architecture juridique
et fondement sur des principes républicains référés à l'histoire que l'on doit la durabilité de 35 ans, donc, de cet ensemble et son adaptabilité, j'y reviendrai. Il a manifesté ainsi, malgré tout, une grande solidité. Je dis malgré tout parce qu'il a été l'objet constamment d'offensives plus ou moins brutales et de ce qu'un de mes collègues du Conseil d'État a appelé des transformations souterraines plus sournoises. Les offensives brutales, c'est d'abord la loi Galland du 13 juillet 1987 qui, dans un esprit un peu rancunier pour revenir quelque peu vers une fonction publique d'emploi, a changé le mot corps en cadre, sans qu'il y ait aucun effet au fond, mais surtout a restauré la liste par ordre alphabétique, le système des reçus collés. Ce qui a mis plus d'opacité dans la comparaison des situations. Et mettant plus d'opacité, a freiné la mobilité entre les fonctions publiques. Ce sont les mêmes, d'ailleurs, qui ont soutenu la loi Galland, qui accusent aujourd'hui le statut de rigidité et de défaut de souplesse. Ensuite, il y a eu un rapport du Conseil d'État dont il convient de retenir une seule phrase. Il faut faire du contrat une source autonome du droit de la fonction publique. Cette idée devait prospérer. On la retrouve dans le discours du président Nicolas Sarkozy du 19 septembre 2007 à l'Institut régional d'administration de Nantes, où il déclare « Il faut mettre en concurrence avec le concours le contrat de droit privé négocié de gré à gré. » Et pour le traduire concrètement dans le statut, il a chargé Jean-Ludovic Silicani de lui remettre un livre blanc qui a été effectivement remis en avril 2008. Mais à cette époque, c'était la crise financière. Et de tous bords, il s'est dit que la France avait finalement un bon moyen anti-crise dans cette disposition qui était la sienne d'avoir un service public étendu. Véritable, c'est le mot des journalistes de l'époque, amortisseur social, du point de vue de l'emploi, du point de vue de la consommation, donc de la production, du point de vue des protections sociales et de retraite, et j'y ai ajouté d'un point de vue moral, car effectivement, la fonction publique française est intègre, ce qui contrastait avec l'immoralité de la spéculation financière à l'époque fauteuse de crise. À la suite de cet échec du président de la République, dont il faut se souvenir aujourd'hui pour simplement constater que ça peut exister, on est aussi amené à faire le compte de ces transformations souterraines. On a compté 225 modifications législatives du statut pendant les 30 ans qui ont suivi son adoption. 30 pour le titre premier, droits et obligations, 50 pour la fonction publique de l'État, 84 pour la fonction publique territoriale, 61 pour la fonction publique hospitalière. C'est donc bien la fonction publique territoriale qui était visée par ces dénaturations, car ce sont pour l'essentiel des dénaturations. On voit donc que ce n'est pas sans mérite que la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, a su résister à ces attaques plus ou moins franches. Mais attaquer un statut comme celui-là, je dirais que c'est la normalité. Et c'est même une chance, car ça nous permet ainsi de vérifier la validité des choix qui ont été réalisés. Alors, je dis un mot quand même du quinquennat de François Hollande, bien qu'il n'a pas opéré d'attaque frontale contre le statut. Il a produit
des textes et avancer des propositions et quelques réalisations qui sont positives, avec le rapport Pêcheur, la loi du 20 avril 2016 de Marie-Lise Lebranchu, puis un rapport demandé par Manuel Valls au Conseil économique, social et environnemental en juillet 2016, qui a été remis en janvier 2017. On pouvait se demander pourquoi si tard un rapport sur l'avenir de la fonction publique, en effet. Je ne dirai pas grand-chose de la situation actuelle, d'abord parce qu'il n'y a pas de représentant du gouvernement. Il est toujours désagréable de parler de personnes qui sont en charge alors qu'elles ne sont pas là. Il nous aurait dit probablement que le statut ne sera pas supprimé. Non, il ne le sera pas, et je n'ai jamais pensé qu'il serait supprimé. On ne l'a pas supprimé, le statut particulier à France Télécom, et on ne supprime pas non plus celui des cheminots. On se bornera sans doute à contourner le statut pour le mettre en extinction sur la base d'un recrutement massif de contractuels qui prendront les places les plus enviables, bénéficieront des promotions et confineront les fonctionnaires dans des rôles subalternes. Je veux maintenant peut-être répondre brièvement aux 4 questions que vous m'avez posées dans le programme. La première, vous me demandez quelles sont les réformes les plus importantes que ces 35 années ont connues. J'ai déjà répondu, la loi Galland, les 225 mesures. J'ajoute 2 faits pour compléter et pour dire que le statut en 83, 84, 86 a été soutenu par tous les syndicats. Aujourd'hui, la politique de l'actuel gouvernement est mise en cause par tous les syndicats. S'agissant des élus, c'est un peu l'effet inverse, encore que difficile à saisir. En 1983, la plupart des élus étaient réservés, voire hostiles. Ils craignaient que ce statut n'empiétât sur leurs compétences. On pouvait le comprendre. Et puis finalement, pour en côtoyer quelques-uns quand même, je pense qu'aujourd'hui, ils sont peut-être pas convaincus, mais plus satisfaits quand même de voir que ce statut finalement leur donne un cadre juridique sécurisant pour leur gestion. La deuxième question que vous posiez, c'est de savoir s'il n'y avait pas contradiction, elle a été évoquée par le président Larcher, entre unité de la fonction publique et diversité. C'est vrai qu'il y a contradiction entre l'article 1er de la Constitution et l'article 72, qui pose le principe de libre administration des collectivités territoriales. Mais il n'y a pas lieu de s'en offusquer, et la contradiction, c'est la vie. Et on n'en finit pas d'accumuler la jurisprudence au Conseil d'État pour traiter des contradictions de notre État de droit. C'est même l'art de la politique d'apporter des solutions à des situations contradictoires. Il y a bien contradiction, et la solution, elle est à discuter, c'est celle de cette fonction publique à 3 versants. Où mettons le compteur? Et à vrai dire, il n'a pas de raison de rester toujours au même endroit, si on souhaite le faire évoluer dans un sens ou dans l'autre. Mais si on pousse le raisonnement aux extrêmes, on voit bien quels sont les dangers. Si on va dans le sens d'une unité excessive, cela se traduirait par une seule loi qui homogénéiserait toutes les dispositions pour tous les fonctionnaires. On ferait vite, sans doute, à reparler du statut carcan. Et la fonction publique territoriale se trouverait dans sa spécificité et la diversité qui fait sa richesse, sans doute engloutie dans ce système. Si on pousse le raisonnement à l'autre extrême, c'est-à-dire une balkanisation de la fonction publique, à ce moment-là, la balkanisation aura pour effet une différenciation avec des fonctions publiques qui apparaîtront plus nobles que d'autres. Et à ce moment-là, je crois que la fonction publique territoriale aussi a beaucoup à perdre si cette comparaison devait se traduire statutairement. Troisième question que vous m'avez posée,
celle de savoir s'il y a compatibilité entre la durée de la vie professionnelle, qui est maintenant supérieure à 40 ans, et puis l'évolution des métiers. Je crois que, d'abord, je ne comprends pas très bien cette question, et puis je pense surtout que c'est lorsqu'on dispose d'une perspective qui est celle de toute une vie professionnelle, qu'on est le mieux à même à faire de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, et de prévoir toutes les formations successives que l'on veut pour aider le fonctionnaire, le cas échéant, à changer de métier pendant sa carrière, après qu'on ait reconnu, sur la base de son concours de départ, qu'il avait la dignité suffisante et les connaissances nécessaires pour exercer une fonction publique. Un ingénieur en chef des ponts et chaussées, Serge Valmont, il y a une vingtaine d'années, a fait un rapport sur les bi- et multi-carrières, qui est déjà partiellement pratiqué aux ponts et chaussées. Je crois que c'est la solution. Alors on dira, ça coûtera très cher. C'est vrai, ça coûtera très cher. Mieux vaut le savoir, mais on ne peut pas demander la réalisation d'un objectif si on en refuse les moyens. Et ceux-là sont des moyens d'honneur, en quelque sorte, puisque ça assure la consécration toute une vie d'une qualification, voire de plusieurs qualifications successives. Enfin, dernière question, le dialogue social ou la confrontation? Je peux vous dire que quand nous avons refait les textes de la fonction publique en 1983, c'est-à-dire tous les textes législatifs et réglementaires à peu près, sauf un, et les significatifs, le décret sur la notation, que nous n'avons pas pu mener à bonne fin en 3 ans, eh bien, il n'y a jamais été question à ce moment-là de dialogue social. Pourquoi? Parce que la négociation était notre manière de faire permanente. Vous ne trouverez pas un des partenaires de l'époque pour dire qu'il n'y a pas eu assez de discussions. Je pense qu'il y en a eu trop, qui nous ont fait perdre un certain temps. On aurait pu aller plus vite, mais c'était un changement qui impliquait aussi qu'on fasse attention à cette question. Aujourd'hui, on parle du dialogue social parce que, comme aurait dit autrefois André Bergeron, il n'y a pas de grain à moudre, ou bien parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une véritable négociation. Alors, comme il n'y a ni grain à moudre, ni volonté effective, alors il reste à dialoguer sur le dialogue. J'aurais terminé en avançant en conclusion 2 idées qui peuvent prendre place dans le débat. La première, tournée sur le long terme historique, met en évidence, selon moi, 2 tendances lourdes. La première, c'est une expansion administrative continue, à la fois au plan local et au plan national, qui a comme source une autonomisation de l'appareil d'État et des appareils administratifs locaux sur la base d'une sécularisation croissante du pouvoir politique. Donc, expansion administrative. Deuxième tendance lourde, une socialisation des financements publics. Socialisation qui est là pour assurer la cohésion sociale et pour répondre aux besoins fondamentaux les plus importants et régulièrement croissants. C'est la deuxième tendance lourde. Et la question qui se pose, si ces tendances lourdes sont irréversibles, alors il n'est au pouvoir d'aucun gouvernement de les renverser. Et c'est pour les fonctionnaires la garantie qu'ils peuvent penser leur avenir sur des tendances d'expansion, donc de validation de leur existence. Je laisse cela à votre méditation. Et ma deuxième idée est la suivante. Elle est tournée cette fois vers l'avenir. L'intellectuel catholique René Raymond a dit que le XXe siècle avait été un siècle prométhéen, caractérisé par des grands ensembles quelque peu totalitaires et par des idéologies messianiques ou, comme l'a dit Raymond Aron, des religions séculières. Tout cela s'est effondré et on est aujourd'hui sur une sorte de champ de ruines des idées et des corpus.
Et on s'interroge, faute de repères, sur ce que sera l'avenir. J'ai écrit il y a 25 ans un livre qui voulait dire cela, intitulé « Pendant la mue, le serpent est aveugle », ce qui est vrai. Et nous sommes, je crois, dans une situation comme celle-là, qui est une situation au demeurant naturelle, mais qui appelle deux types de réponses. La première, à mon avis, c'est celle des libéraux, des partisans du marché, de la contractualisation à outrance, qui disent eh bien, la démonstration a été faite, le libéralisme a conquis le monde, c'est un horizon indépassable, c'est la fin de l'histoire, titre du livre de Fukuyama. La fin de l'histoire, c'est quand même pas très moderne. Et puis, il y a l'autre attitude qui consiste, comme je le fais personnellement, à considérer qu'on est dans un monde de plus interdépendant, un monde d'interconnexion, de coopération de toutes sortes, de solidarité. Et toutes ces expressions se condensent en France dans un concept qui est le service public. Alors je me hasarde à penser, pas sur la base d'une foi, mais sur la base de la raison, que pour ces raisons, le XXIe siècle pourrait être finalement l'âge d'or du service public. Il ne reste plus qu'à en convaincre les usagers, les élus et les fonctionnaires. Comme aurait dit le général de Gaulle, vaste programme.